Bon, tu sais, je crois qu'il y a vraiment une langue qu'on a oubliée. Pas une langue avec des mots, hein, mais une langue avec des formes, des animaux, des couleurs, des chiffres, alors qu'elle est encore présente tout autour de nous. Regarde le monde qui t'entoure. Les cerfs sur les drapeaux, les triangles sur les logos, les serpents sur les blasons, les lions dans les contes. Tous ont une symbolique. Et oui, c'est ça. La langue qu'on a oubliée et qu'on regarde sans réellement comprendre, sans réellement la voir, c'est cette langue-là, la langue des symboles. Alors, depuis maintenant quelques temps, on essaye de les observer, de les comprendre, de voir qu'ils essayent de nous murmurer. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit résumé et on va essayer de comprendre justement les enseignements que notre inconscient comprend sans que réellement nous on les voit, sans que réellement nous on les perçoive. Pourquoi ces formes, ces symboles nous parlent, qu'importe d'où l'on vient dans le monde. Tout d'abord, parlons des chiffres, pas ceux avec lesquels on compte, mais ceux qui osent nous raconter. Le un, l'unité, le commencement, le point d'origine, c'est l'œuf cosmique, le Big Bang. C'est à partir de un que tout peut se créer. Le 2, la dualité, le miroir, l'équilibre entre deux forces qui s'opposent. La lumière et l'ombre, Batman et le Joker, le yin et le yang, sans qu'on le voit, sans qu'on le comprenne, on sait exactement tout de suite de quoi je parle. Le 3, l'équilibre, la stabilité. Harry, Ron, Hermione, trois énergies différentes qui s'harmonisent pour tenir le monde debout. Et puis bien sûr, il y a le 7 dont on a déjà parlé cette semaine où j'ai fait une vidéo longue pour vous expliquer tout ce qu'un chiffre peut nous dire. Mais aujourd'hui, ne nous attardons pas sur les chiffres car nous avons d'autres choses à voir. Continuons sur les animaux. Parce que les animaux, c'est pas juste des bêtes, c'est des symboles vivants. Le lion, c'est la force, la loyauté, c'est la lumière. C'est Aslan, c'est Simba, c'est le soleil, c'est le guide qui veille. Le serpent, c'est la renaissance. Il mue, il change de peau, mais c'est aussi le calucet de la médecine. Le serpent d'Éden ou le dragon qui cache un trésor. C'est la vérité, le savoir qui pique, celui qui dérange, car quand on doit l'affronter, on doit se changer nous-mêmes. Le corbeau, c'est l'intelligence, le messager, celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Ce n'est pas pour rien que dans Game of Thrones, R.R. Martin a choisi cet animal comme symbole pour Bran. La corneille à trois yeux, comme ça a été traduit en français, mais c'est un corbeau, celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Ensuite, pour rester dans Game of Thrones, on pourrait parler du loup, parce que lui, c'est l'instinct, la meute, la loyauté. Et on le voit bien dans cette série, que le loup solitaire meurt, mais la meute survit. Alors Jon Snow est cet archétype type de celui qui est loyal, non pas forcément à quelqu'un, mais à des valeurs. Ces animaux, on les retrouve partout, dans la pop culture aujourd'hui, mais aussi dans les contes, dans les légendes. Parce que derrière leur forme naturelle, ce sont de réels symboles vivants qui, rien que par leur présence, nous évoquent quelque chose. Mais voyons d'autres symboles. Laissons les bêtes de côté et allons voir du côté des couleurs. Le rouge, c'est la passion, la colère, la vie, l'amour. C'est le feu, c'est le sang, c'est le dragon. C'est le cœur qui brûle, c'est le cœur qui vit. C'est ce qui nous fait vibrer. Le bleu, c'est la paix, la vérité, c'est la mer, le ciel. C'est l'infini qui nous calme sans qu'on le sache. Le vert, lui, c'est la vie, mais celle de la nature, la guérison. C'est Yoda, une forme de sagesse qui nous entoure et qui nous englobe dans quelque chose qui nous rassure. Et toutes ces couleurs sont des symboles de nos émotions, comme on pourrait le voir dans Vice Versa, où chaque personnage, chaque humeur a une couleur. Et en fait, quand elles s'équilibrent, quand elles arrivent à fusionner, elles deviennent lumière. Comme si nos émotions, quand elles s'équilibraient, recomposaient une forme d'harmonie. Mais il y a d'autres choses qui nous parlent encore, comme les objets. L'épée, c'est la vérité, c'est le tranchant. C'est Anduril, c'est Excalibur, c'est un sabre laser. C'est celui qui est là pour dénuer les mensonges. Il cherche à briser certaines frontières. Alors oui, il est forme de volonté, de sacrifice, parce qu'il nous demande d'aller créer des actes qui ne sont pas forcément bons, humains. Je ne sais pas comment on pourrait le définir. Mais l'épée a un pouvoir de briser les choses, de rompre le bois, de rompre le mensonge, pour qu'enfin
éclate la vérité. Le miroir, c'est la conscience. Dans Blanche-Neige, Alice au pays des merveilles, ou encore Black Mirror, ou dans les légendes du monde, on peut le voir avec Narcisse ou Amaterasu. C'est celui qui t'oblige à te faire face. C'est celui qui t'oblige à te regarder réellement. Il te pose alors une question profonde que tout humain se pose une fois dans sa vie. Qui es-tu vraiment? Le livre, c'est la mémoire. C'est la Bible, le grimoire. Aujourd'hui, Internet, c'est le savoir qu'on transmet. C'est celui qu'on écrit pour qu'il reste gravé. C'est le savoir qui est survie quand nous-mêmes on disparaît. Tous ces objets ne changent pas le monde à eux tout seuls. Ils sont là juste pour ouvrir des portes. Ils sont là pour avoir une symbolique qui nous parle sans être trop frontal, en enveloppant juste du coup cet objet dans une forme. Mais d'ailleurs, parlons de forme à proprement parler. Le cercle, le rond, c'est l'unité. Le carré, le cube, la structure. Le triangle, l'équilibre entre différentes forces. Tous ces éléments, tous ces symboles qu'on pense juste voir au loin, dans un drapeau, dans un logo, sans qu'on le sache, nous murmurent des choses. Et puis, il y a autre chose encore. Parce que l'homme trouve des symboles partout. Il a réussi à donner une âme à tout ce qui nous entoure et à tout ce qu'il voit. Alors un jour, il a regardé au-dessus de lui, le ciel. Notre premier vrai cinéma. Celui qui nous parlait. Et alors, le soleil est devenu lumière, est devenu un guide. La lune, plus féminine, est devenue un refuge. Quelqu'un à qui l'on parle. Quelqu'un qui nous susurre dans la nuit, dans la noirceur, la lueur qui reste en nous, qui veille sur nous. Une fois qu'ils avaient passé les deux plus gros astres qui nous entourent, ils sont passés plus loin, avec Mars, le guerrier. Vénus, encore une fois, féminin, représente l'amour, puis Mercure, le messager. À chaque fois, les mêmes messages, les mêmes récits, juste avec des noms différents. Intéressez-vous par exemple aux Pléiades, cette sœur, cette femme qui fuit dans le ciel, pourchassée par Orion, un chasseur qui tente d'attraper leur frivolité. Alors aujourd'hui, on a troqué ces dieux, ces symboles pour des personnages. Mais au fond, l'histoire n'a jamais réellement changé. Elle cherche à nous transmettre quelque chose, à répondre à des questions, à trouver un sens, une direction, à comprendre ce qu'on fait ici et c'est quoi réellement la vie, c'est quoi réellement être humain. Et plus on a avancé dans le siècle, plus ces histoires se sont étoffées, de symboles, de légendes, de mythes, pour qu'on puisse rêver encore plus loin, rêver encore plus profondément. Alors tu vois, tous ces chiffres, tous ces symboles qui nous entourent, souvent on se dit que c'est rien, souvent on se dit que c'est des choses pour les enfants, mais pourtant, on continue de les perpétuer. On les raconte dans nos livres, dans nos séries, dans nos films, dans nos musiques, dans les contes que l'on raconte à nos enfants, dans les histoires que l'on s'invente. Parce qu'en nous, il cache quelque chose. En nous, il cache la mémoire de l'humanité. Une des plus belles espèces qui n'ait jamais existé, une espèce qui a quelque chose que les autres n'ont pas, une conscience, une âme, quelque chose qui fait vibrer, qui leur permet d'interpréter une flamme, une lumière. Mais alors, si on arrivait, non pas à harmoniser les couleurs pour qu'elles deviennent lumière, ou les notes pour qu'elles deviennent une mélodie, mais qu'on harmonisait les symboles pour qu'ils deviennent une histoire. Imaginez un peu ce que l'on pourrait créer, ce que l'on pourrait évoquer, les rêves que l'on pourrait susciter. Est-ce que cette histoire ne pourrait pas redonner ne serait-ce qu'un espoir? Eh bien moi je pense que oui. Je pense sincèrement, parce que ce qui nous entoure, ce qui nous parle à tous sans qu'on comprenne réellement au premier abord, peut nous susurrer, nous murmurer des leçons du passé, mais surtout des visions sur l'avenir. Parce que dans tous ces symboles, il en existe des fascinants. Dans la prochaine vidéo, je vous raconterai celui que j'ai découvert, qui m'a parlé et que je ne soupçonnais pas. Celui qui m'a émerveillé, qui était là, sans que je comprenne, mais qui ne me parlait pas. Alors j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait me dire. Pourquoi c'était une graine, un arbre, une vie? Pourquoi c'était les chakras, un chemin? Qu'est-ce qu'il cachait? Qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça? Et en travaillant un petit peu là-dessus, j'ai découvert
un autre symbole, un mythe, une légende, celle qui est gravée dans les étoiles, celle que j'ai appelée la marche des étoiles. Comme si les anciens savaient que leurs histoires disparaîtraient, mais que les symboles non. Alors, au lieu de graver leurs histoires dans la pierre, ils décidèrent de la graver dans les étoiles, dans les constellations, celle qu'on appelle le zodiaque, qui en fait est une vraie épopée, une marche, quelque chose qui cherche à nous enseigner un cycle cosmique, macro, mais aussi un cycle micro, humain. Car, comme dirait Hermès Trismégiste dans les tablettes de Thoth, ou tout ça, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Cela, c'est des savoirs un petit peu ésotériques qui dit que le monde d'en haut fonctionne comme le monde d'en bas, que la forme d'un ouragan est la même qu'un galaxie, mais que tout ça n'est pas fait au hasard. Alors, est-ce qu'il y a un créateur, un code mathématique, un programmeur? Est-ce que tout ça n'est qu'une partition créée par un virtuose? On ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans tout ça, on a des enseignements, on a des leçons du passé qui, elles-mêmes, pourraient nous aider à nous guider. Alors, il est temps de les refaire vivre avec nos mots, nos outils, avec notre langage d'aujourd'hui, pour qu'elles aussi nous parlent. Pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles nous transmettent aussi c'est quoi être humain. Et aujourd'hui, dans cette obscurité, là, dans le froid, dans la cabane où je suis, le monde dehors, on le sait, il se refroidit. La lumière s'éteint, se disperse. Et je pense sincèrement qu'il est temps qu'on fasse de cette flamme plus que juste un petit espoir, juste une petite étincelle, juste quelque chose de tremblotant, comme vous l'entendez depuis le début de la vidéo, mais que ça devienne un feu, un brasier, mais surtout une lumière, un savoir qui, elle aussi, comme le livre, perdure une fois que nous, on sera partis. Alors si toi aussi, tu as envie de comprendre ce que les mythes et les légendes nous racontent, de découvrir ce que moi j'ai réussi à découvrir, alors après c'est mon interprétation, je sais, et je sais que je vais dire des conneries. Mais comme je vous l'ai dit, des conneries amènent des réflexions, des critiques, et des critiques amènent des nouvelles idées. Et nous, le carburant de notre flamme, c'est ça, c'est des idées neuves. Alors si on veut réellement changer le monde, essayons de nous rappeler ce que les anciens essayent de nous enseigner, car comme le dirait un grand savant, nous sommes des nains sur les épaules de géants, alors apprenons ce que les grands hommes d'avant ont essayé de nous dissimuler dans des histoires, dans des contes, en les emballant, et créons à notre tour cette légende qui, je l'espère, pourra changer le monde.